Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la quotidienne de Al24 News, direction Samarcande aujourd'hui, non pas pour parler de littérature, mais pour décrypter la nouvelle littérature du monde, celle qui s'écrit à l'ombre de la crise ukrainienne. Les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai se sont planchés durant 2 jours sur les dossiers lourds de l'actualité, la question sécuritaire, la question énergétique et alimentaire. Ce fut également le sommet des alliances et des résolutions, notamment en matière énergétique. La Chine et la Russie n'ont jamais été aussi proches. Un sommet qui consacre à jamais le début d'un monde multipolaire. Pour en parler avec nous, M. Francis Perrin, président de Stratégie et Politique énergétique. Il est avec nous par Skype depuis Paris. M. Francis Perrin, bonsoir. Bonsoir. Et nous aurons également M. Li Yuan, expert en questions internationales et sécuritaires. Il est avec nous par Skype depuis Paris aussi. M. Li Yuan, bonsoir. Bonsoir, Tina. Bonsoir. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Et pour commencer, je vais me diriger vers vous, Monsieur Li Yuan. Comment doit-on lire ce sommet et quelle sera, selon vous, l'après-Samarcande pour des pays touchés directement ou même, disons-le, indirectement par le conflit ukrainien et la crise entre Pékin et Taïwan? Nous sommes dans un monde d'agitation. Nous entrons dans un moment de turbulence pour le monde. En même temps, il y a des pays qui prônent les conflits et d'autres prônent le dialogue et la paix. Je pense que ce sommet, justement, de l'Organisation de coopération de Shanghai est là pour montrer que non, il y a des pays qui n'étaient pas d'accord avec un monde qui va perdurer dans cette période, dans cette situation conflictuelle, et nous devons prôner le dialogue et le respect mutuel. Donc, vous voyez que c'est quasiment la moitié de la population mondiale qui parle avec les plus grands pays en voie de développement, avec la Russie, pour montrer aux autres, que ce soit l'Occident ou le reste du monde, qu'il y a des gens qui n'est pas d'accord avec l'ordre mondial actuel, qui est basé sur l'hégémonie, sur l'écrasement et sur l'imposition. Et il y a des pays qui sont là pour dire nous sommes pour un nouvel ordre mondial qui est pour le dialogue, qui est là pour en fait préserver la paix et qui est là pour un nouvel ordre mondial et qui est plus démocratique. Parce qu'aujourd'hui, clairement, nous sommes dans un système hégémonique. Et puis, il y a d'autres pays qui souhaitent partager la gouvernance mondiale, qui souhaitent avoir une voix à dire, qui souhaitent dire que nous existons. Et il n'y a pas que l'Occident, il n'y a pas que l'Amérique. Donc je pense que la voix est là. En même temps, c'est pas contre l'Occident. Souvent considéré comme l'Occident comme une menace, comme une autre organisation, c'est grand, ils sont nombreux, etc. Mais cette organisation-là, si elle a pu grandir jusqu'à aujourd'hui, c'est justement, elle est contre personne. Elle est là pour unir, pour fédérer, pour propager l'idée de dialogue et de respect mutuel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Organisation de coopération de Shanghai n'a pas d'ennemis, mais des objectifs communs. Oui, très bien, Monsieur Li Yuan. Je me tourne vers vous, Monsieur Francis Perrin. Et vous le savez certainement, l'Iran s'est rapproché de l'adhésion à l'organisation, donc l'OCS, en signant un mémorandum d'obligation. L'Occident donc a accepté, l'OCS a accepté cette adhésion. L'Occident doit-il craindre justement cette adhésion de l'Iran et sinon pourquoi ? Je ne pense pas que l'Occident ait à craindre l'adhésion de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai. Cette organisation est quand même extrêmement diverse, ce qui n'est pas d'ailleurs très étonnant quand on voit la liste des pays concernés. Bien sûr, vous avez la Russie et la Chine, avec une relation particulièrement difficile en ce moment et depuis quelque temps avec les pays occidentaux pour aller vite. Mais si l'on prend par exemple le Kazakhstan a des relations correctes avec la Russie, il vend une bonne partie de son énergie à la Chine, mais il a de très bonnes relations aussi avec les États-Unis et l'Union européenne. L'Inde fait partie de ce qu'on appelle le Quad. Le Quad, c'est États-Unis, Inde, Australie, Japon. Donc c'est pas spécialement quelque chose d'anti-occidental. Le Pakistan jouent souvent un jeu ambigu, mais en même temps, ils sont quand même très proches également des États-Unis. Par conséquent, je pense que
du côté des pays occidentaux, l'adhésion de l'Iran à l'OCS, bien sûr, est suivie avec attention depuis quelque temps, puisque ce processus a commencé il y a déjà quelque temps, mais ce n'est pas vu comme une réelle menace. La grande question du point de vue de l'Iran, enfin, vu des pays occidentaux, ce n'est pas l'adhésion de l'Iran à l'OCS, c'est ce qui se passe autour du programme nucléaire de l'Iran par rapport aux négociations de Vienne, qui ne sont pas pour l'instant en très bonne position, on s'éloigne d'un accord. Qu'est-ce qui se passe entre l'Iran et d'autres pays au Moyen-Orient qui sont des pays alliés des pays occidentaux, les pays arabes de la région du Golfe et évidemment l'État d'Israël? Qu'est-ce qui se passe dans les relations entre l'Iran et certains groupes, certaines milices, certains partis au Moyen-Orient, comme le Hezbollah au Liban, par exemple, et d'autres, les Houthis au Yémen. Donc ça, ce sont des questions qui préoccupent évidemment les États-Unis au premier chef et d'autres pays occidentaux, beaucoup plus que l'adhésion qui est en train de se concrétiser de l'Iran à l'OCS. Oui. Monsieur Liouane, vous souhaitez peut-être apporter votre commentaire justement concernant cette adhésion de l'Iran? Vous remarquez que dans cette organisation, il y a des pays comme la Chine et l'Inde qui ont des disputes frontalières. Vous avez des pays comme justement l'Iran et l'Arabie Saoudite qui rentraient bientôt, qui ont des conflits. Vous avez aussi des pays qui ne s'entendent pas entre eux. Mais justement, c'est ça la grandeur et l'esprit de coopération de Shanghai. Ben, c'est justement le dialogue. C'est justement la préservation de la paix. Et ils sont là, même s'ils ne sont pas d'accord entre eux, Oui. ils sont là pour discuter, pour trouver une solution ensemble. Je rappelle quelques petits esprits de Shanghai. D'abord, c'est l'adhésion au but et principe de la Charte des Nations Unies. Il faut retenir ça, très important. Donc, sur question iranienne, on est là pour exécuter des résolutions de l'ONU. C'est le seul principe et la seule loi qui pourrait être acceptée par tous. Et nous devons faire en fonction. Et puis le respect de l'indépendance et la souveraineté de l'intégrité territoriale de chacun. Et donc je pense qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas vraiment de, je dirais, de menace pour l'Occident si l'Occident n'impose pas, comment dire, comme d'habitude depuis quelques centaines d'années, et sa vision à tout le monde. Et là, l'Organisation de coopération de Shanghai est là aussi pour peser sur la balance de la paix et le conflit. Donc ici, clairement, c'est la paix qui doit être préservée. Oui, alors il y a eu aussi la Biélorussie qui a entamé les procédures d'adhésion, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui sont devenus des partenaires du dialogue. Et ils seront même suivis par le Bahreïn, les Maldives, les Émirats arabes unis, enfin le Koweït et j'en passe, etc. Je veux dire, aujourd'hui, comment expliquons-nous cet engouement qu'offre-t-il, Monsieur Liouane, comme avantage, bien entendu? Voilà, j'ai évoqué en fait d'abord, vous êtes là pour passer un message, c'est que nous sommes là pour soutenir l'ONU. Nous sommes là aussi pour dire non à un ordre mondial qui est en train de dépasser. Donc un message de paix pour dire que voilà, nous sommes là, nous se réunissons pour dire que l'ordre mondial actuel a un petit problème. Et que tous ces pays-là sont là pour le dialogue, pour préservation de la paix et pour en fait un ordre mondial plus démocratique et plus partagé. On est là-bas c'est pas contre l'occidental, mais on est contre un ordre mondial qui est basé sur l'hégémonie. Donc ce groupement est très important. C'est, je rappelle, moitié de la population mondiale. C'est à peu près un tiers de l'économie mondiale, à peu près un quart du territoire mondial. Donc, ça pèse. Et son message collectif passé va être... Oui. Mais... Oui, Monsieur Liouane, je crois que la liaison est un petit peu... Oui, mauvaise. Donc, Monsieur Francis Perrin, un petit peu, est-ce que vous ne pensez pas que, effectivement, ce sommet qui a donc suscité l'intérêt et l'engouement de plusieurs pays est une démonstration de force, je dirais, entre guillemets, à l'encontre de l'Occident, de ces pays qui ont adhéré et qui peut-être ne veulent pas ou veulent rester à équidistance dans une crise dont ils ne sont pas responsables? Je ne suis pas convaincu par le fait que ce soit une démonstration de force envers l'Occident. C'est certainement ce que voudraient les dirigeants chinois et russes. De ce point de vue-là, il n'y a pas de doute. Mais parmi les autres pays présents au sein de l'OCS, et je ne parle pas des pays qui pourraient rejoindre l'OCS,
J'en reste pour l'instant à la composition actuelle. Plusieurs des pays membres actuellement de cette organisation qui a vu le jour il y a une vingtaine d'années ne sont pas du tout engagés et n'ont pas du tout envie de s'engager dans une confrontation avec l'Occident parce qu'ils sont eux-mêmes des partenaires parfois extrêmement étroits de l'Occident. Et puis, au sein de l'OCS, M. Liwan l'a rappelé, les relations entre les pays concernés ne sont pas toujours très bonnes. La Chine et la Russie proclament leur amitié éternelle, mais on sait très bien ce qu'il faut en penser entre ces deux grandes puissances. Nous avons tout récemment des affrontements armés entre le Tadjikistan et le Kirghizistan. Nous avons l'Inde, je le rappelais, qui fait partie du Quad, États-Unis, Inde, Australie, Japon. C'est le Quad, manifestement, il est quand même un petit peu pas tout à fait en accord avec la Chine quand on voit la liste des pays. Donc, c'est une chose de se rencontrer, de parler. C'est un forum. Le monde a besoin de forums. Mais quant à progresser vers un ordre mondial plus démocratique, quand on voit la nature de plusieurs des régimes parmi les pays qui composent l'OCS, on peut douter que le mot démocratie soit vraiment un mot qui sera appliqué concrètement. Quant au respect des principes et des décisions des Nations Unies, on pourrait poser la question à M. Poutine si, en engageant le 24 février 2022 une guerre d'agression contre l'Ukraine, il est tout à fait en ligne avec le droit international. Et la réponse, évidemment, est non, pas du tout. Monsieur Liwan, vous souhaitez réagir ? Oui, je souhaite dire un mot sur la question de la démocratie. Je pense que nous avons vu récemment la démonstration de le charme de cette démocratie au sein de l'Union européenne. Ils ont voté une motion contre Hongrie parce que ils sont pas d'accord avec la politique étrangère de l'Union européenne. Du coup, elle est considérée, la Hongrie est considérée comme non démocratique. Donc, on peut vous dire que comment elle est hypocrite cette notion. On est là pas pour appliquer une seule voix à tout le monde. Chaque pays a son histoire, a ses principes, a ses valeurs. Donc, de dire que j'ai la meilleure solution pour tout le monde et vous devez l'accepter. Si vous n'acceptez pas, vous êtes contre nous. Et ça, ce narratif-là, je suis désolé, n'est pas accepté par tout le monde. Si je résume la situation, aujourd'hui, il y a 20% de population qui s'appelle l'Occident et il y a 80% le reste. Donc souvent dans l'ONU, on parle de West and the rest. Donc on voit bien que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec cette situation et ce narratif de dictature et démocratie. Et d'ailleurs, c'est justement ce qui différencie la politique étrangère de l'ONU, de l'OTAN et de OSC. C'est justement OCS, pardon. C'est justement que ici, on ne parle pas de vous devez faire comme telle façon et vous faites comme vous voulez. Vous êtes chez vous. Et nous sommes là pour discuter des objectifs communs. Il n'y a pas de mauvais élèves dans cette classe-là. Et tandis que dans l'autre, vous avez des ennemis et des adversaires. Oui. Alors, très bien, Monsieur Liwan. Monsieur Manuel Pouchelet, qui vient de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes donc expert des questions internationales et stratégie sécuritaire. Monsieur Pouchelet, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Oui, bonsoir madame, merci de votre invitation. Donc, vous prenez le débat en cours et vous savez que l'OCS vient de terminer leurs travaux avec une déclaration finale aujourd'hui. Bien sûr, la question qui se pose aujourd'hui, quelles attentes de ces résolutions et quelles réponses offre justement cette déclaration de coopération de Shanghai, selon vous ? Alors écoutez, de toute façon, les pays, on va dire, qui font face aux États-Unis s'organisent de plus en plus. C'est une stratégie qui est connue. Maintenant, on est quand même dans une période délicate qui est celle de la crise ukrainienne, qui bien sûr se déporte aussi dans cette partie de l'Asie, il faut le savoir. Mais en même temps, cela démontre aussi de nouvelles stratégies un petit peu, on peut retrouver au niveau des BRICS, si vous voulez. Mais c'est important. Ce sommet de Shanghai, de toute façon, prend fin. Il faut des résolutions qui soient fortes, il faut qu'un message soit adressé au monde. Le président Xi Jinping a aussi un échéancier très important avec le congrès du PC chinois qui arrive au mois d'octobre. Donc, si vous voulez, il a aussi des échéances et il devra en répondre devant ses pairs, si vous voulez. Donc, quelque part, il y a une obligation de résultat. On a une économie en ce moment qui est délicate, qui tourne un peu au ralenti, mais en même temps, on voit que le tandem
russo-chinois, on peut même y ajouter l'Inde et les pays d'Asie centrale, s'organisent pour offrir des réponses et des alternatives aux solutions occidentales qu'ils jugent responsables de leurs mots MAX. Voilà, c'est ce que je peux affirmer ce soir en tout cas. Oui, très bien, Monsieur Pouchelet. Monsieur Francis Perrin, les débats ont porté sur des questions très, très d'actualité, comme par exemple la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, et on sait très bien qu'il y a eu également le changement climatique, la stabilité des chaînes d'approvisionnement. Au fait, je voudrais revenir sur cette question énergétique aujourd'hui. Vous savez que dernièrement, le G7 a pris une décision qui est celle du plafonnement du prix du pétrole. Alors, sincèrement, aujourd'hui, que pensons-nous ou que doit-on penser de ce plafonnement? Est-ce que les pays du monde ou les pays producteurs de pétrole doivent absolument se conformer à ce plafonnement, même s'il ne fait pas ou ne fonctionne pas selon leurs intérêts? La question que vous évoquez est une question extrêmement complexe, techniquement et évidemment politiquement. L'objectif du G7, ce n'est pas de plafonner le prix du pétrole partout dans le monde. C'est de plafonner le prix du pétrole exporté par la Russie, ce qui est évidemment différent. Quel est l'objectif ou quels sont les objectifs du G7 derrière ce projet? Il n'est pas encore réalisé. L'objectif du G7, c'est de le mettre en œuvre en décembre 2022. Et nous verrons si ils sont au rendez-vous en termes de calendrier, ça va venir très vite. Les objectifs sont évidemment de faire en sorte que lorsque la Russie exporte du pétrole, chaque baril de pétrole exporté par ce pays lui rapporte moins de dollars du fait de ce plafonnement. Et par ailleurs, le fait que ce prix soit plafonné, si c'est le cas dans l'avenir, réduira les factures d'importation des pays importateurs et consommateurs de pétrole. Donc il y a ces deux objectifs. Les objectifs sont clairs, on peut les discuter, mais en tout cas ils sont clairs. Ensuite, il faut savoir comment on procède. L'idée, c'est de faire pression sur l'assurance du transport maritime pour dire aux sociétés d'assurance spécialisées dans ce domaine-là, si vous assurez une cargaison de pétrole russe, vous ne pourrez le faire que si le prix du pétrole russe en question ne dépasse pas un certain plafond qui reste à déterminer. Admettons, c'est un chiffre, qu'il soit par exemple de $60 par baril. C'est possible, ce n'est pas évidemment définitif. Ensuite, les difficultés de ce projet, c'est qu'il faut essayer d'aller au-delà du G7, au-delà de l'Union européenne, qui s'est dite favorable à ce projet, pour aller notamment vers les grands importateurs de pétrole russe de l'Asie, c'est-à-dire la Chine et l'Inde. Deux pays qui, à ce jour, n'ont adopté aucune sanction contre la Russie. Et il y a dès maintenant un travail de dialogue, de conviction entre G7, Union européenne et ces grands importateurs qui pourraient évidemment être intéressés par ce projet parce que ça veut dire qu'ils paieraient le pétrole russe moins cher. Mais ça évidemment impliquerait de leur part prendre position contre la Russie pour pénaliser la Russie. Et si on voit bien leur avantage économique, on voit bien à quel point ce serait compliqué politiquement. Et par ailleurs, l'Union européenne a indiqué d'une part qu'elle soutenait ce projet du G7 et qu'elle voulait essayer de l'élargir aux exportations de gaz par la Russie. Et ça, c'est tout récent et il faudra que l'Union européenne nous dise, la Commission européenne, quels sont les mécanismes par lesquels un tel plafonnement pourrait être réalisé. Donc, un projet très complexe techniquement, politiquement, qu'il faut suivre dans les prochaines semaines, puisque normalement, le G7 voudrait essayer de commencer à le mettre en œuvre en décembre, c'est-à-dire quasiment demain. C'est-à-dire comme ça, quasiment en plein hiver. Au fait, Monsieur Liouane, vous venez d'entendre de ce que vient de dire Monsieur Francis Perrin. Alors, selon vous, l'Europe, donc, aux portes de l'hiver aujourd'hui, doit trouver des solutions dans l'urgence, dans l'immédiat. Est-ce que justement, ce plafonnement serait la solution? Mais telle n'est pas ma question. Quelle alternative énergétique? La ministre française vient de parler d'entraide. Comment alors, selon vous, Monsieur Liouane, l'Europe va-t-elle justement cristalliser cette aide sur le terrain ou cette entraide? Je pense que oui, une solution, je pense qu'elle est bonne quand elle est acceptable pour tout le monde. Je pense que cette situation-là, nous sommes devant en fait une situation un peu bizarre. Quand il y a une guerre, il faut solutionner, il faut trouver une entente, il faut négocier. Alors qu'aujourd'hui, il y a clairement des gens qui ne veulent pas négocier sur la table.
Donc, et puis tout devant soi, il y a ce problème qui arrive. On est devant l'hiver. Clairement, dans les discours, il n'y a pas de solution. S'il y a des solutions, c'est des fausses ou c'est des moins bonnes. Parce que la bonne solution, c'est la négociation et c'est la paix. La paix qui, en fait, qui regroupe les attentes, les préoccupations de chacun autour de cette question-là et de trouver une solution durable. Et c'est ça la bonne solution. Et alors qu'aujourd'hui, il y a clairement certaines puissances, peut-être les États-Unis, ne veulent pas en fait cette paix. Justement parce qu'à la fois ça affaiblit la Russie, affaiblit aussi l'Europe, et que moi et beaucoup de mes amis qui sont en Europe, en France, on ne sait pas trop effectivement comment passer l'hiver. Et j'espère que cette situation-là va trouver une solution. Parce que sinon, ce qui va arriver, c'est, je pense qu'il y aura une réponse populaire. Parce que les gens ne peuvent pas vivre dans le froid en hiver. Et ça va faire un impact, je pense, sur la géopolitique. Oui. Monsieur Manuel Pouchelet, quelle alternative, selon vous, l'Occident doit-il trouver justement? Est-ce que les pays de la coopération de Shanghai pourraient présenter cette alternative? Et dans ces cas-là, il faut déjà établir les liens du dialogue, chose dont on n'a pas encore parlé. De toute façon, on vient de l'évoquer avec vos invités, la négociation s'impose. Voilà. Il faut vraiment en arriver là parce que les mouvements populaires, en plus, concernant le froid qui s'annonce, et puis également différentes déclarations parce que les agendas politiques des différents gouvernements des différents pays occidentaux répondent aussi à d'autres problématiques. Mais figurez-vous, ça va commencer à faire beaucoup pour les foyers et les ménages. Il est temps de négocier, il est temps de trouver des compromis et des accords. Maintenant, je pense qu'en ce qui concerne ces grandes structures, il y a quand même l'enjeu sécuritaire qui est derrière, si vous voulez. Ça, il faut le mentionner. C'est bien d'avoir des énergies, mais encore faut-il pouvoir les acheminer dans des conditions sécuritaires optimales. Actuellement, jusqu'à présent, la Russie pouvait le faire et offrir cette solution à ses partenaires jusqu'à ce début de crise. Maintenant, est-ce qu'on ne va pas assister aussi ces pays producteurs avec ces grandes ressources, ils ont aussi des difficultés, ils ont aussi des carences que peut-être les autres pays, on va dire leurs opposants ou leurs concurrents, pourraient leur proposer. Et c'est peut-être au travers de ce dialogue, de cette paix que l'on doit rechercher impérativement, que l'on pourra établir des compromis, voire des solutions qui soient viables pour les parties en présence, si vous voulez. Mais de toute façon, la population n'est jamais neutre. Et tôt ou tard, elle va se manifester. Au regard de ce qu'elle va subir. Et en même temps, heureusement que nous ne sommes pas en période électorale parce que je pense que les résultats donneraient des signes inquiétants au sein de certains pays où on voit réapparaître des mouvements qui ne s'étaient point exprimés depuis si peu de temps, si vous voulez. Donc, il faut faire très attention. Le compromis est à rechercher. On a un affrontement entre solutions concurrentes. Je pense qu'il faut trouver rapidement un terrain d'entente avant que cette situation ne devienne insupportable pour tout le monde, pour toutes les parties en présence, en fait. Voilà. Oui, très bien. Monsieur Francis Perrin, vous savez que quelques jours, pour ne pas dire au lendemain de la prise donc de décision du G7, il y a eu également la réunion de l'OPEP+, qui ont décidé plutôt les membres de l'organisation de réduire la production de pétrole. Alors, tout ça, comment doit-on le lire? Parce que ça s'enchevêtre, mais ça verse dans le lac. Donc, comment doit-on lire cela? Et surtout, pour les sanctions contre la Russie? Alors, pour nos téléspectateurs, rappelons que l'OPEP+, c'est le nom non officiel d'ailleurs d'une coalition de 23 pays exportateurs de pétrole, dont les 13 pays membres de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et 10 pays non-OPEP, dont la Russie. Lors de leur dernière réunion, début septembre, ces pays de l'OPEP+, ont décidé de réduire de 100 000 barils par jour leur production de pétrole au mois d'octobre. Pour pouvoir évaluer ce chiffre, il faut garder à l'esprit qu'en 2022, la consommation pétrolière mondiale sera pratiquement de 100 millions de barils par jour. Donc, le volume de réduction annoncé pour octobre correspond en gros à 1/1000 du marché pétrolier mondial. Donc, ça permet de relativiser. Pourquoi est-ce que ces pays ont décidé cette très légère réduction de production? Ce n'est pas en solidarité avec la Russie, qui fait partie de l'OPEP+. C'est pour des raisons économiques. Ces pays exportateurs de pétrole
sont de plus en plus inquiets, ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, par rapport au ralentissement économique mondial et par rapport au risque de récession. Ce risque de récession, nous ne sommes pas encore dans une récession, mais il y a ce risque. Mais le risque existe. 2023, ce risque évidemment est lié aux conséquences de la guerre en Ukraine, est lié à l'inflation, est lié à la volonté des banques centrales de lutter contre l'inflation en relevant les taux d'intérêt. Elle est liée également à la politique zéro Covid de la Chine. Il y a un ensemble de la Chine populaire, il y a un ensemble de facteurs. Donc, les pays de l'OPEP+, sont inquiets parce qu'ils savent que s'il y a une récession, et ma phrase commence par ainsi, forcément le monde consommera moins de pétrole et que les prix du pétrole pourraient baisser fortement. Donc, ils veulent rester prudents. Il y a beaucoup d'incertitudes sur l'économie mondiale, donc sur le marché pétrolier mondial, et ils ne veulent pas, en ce moment, compte tenu de ces incertitudes et du ralentissement économique mondial, mettre trop de pétrole sur le marché. Cela ne veut pas dire qu'ils ne... Le mois prochain, ils ont leur prochaine réunion début octobre, ils se réunissent mensuellement pour voir quel sera leur niveau de production pétrolière pour le mois suivant. Donc début octobre, ils vont nous dire ce qu'ils comptent produire en novembre. Et en novembre, ils nous diront ce qu'ils comptent produire en décembre. Cela montre bien qu'on est dans un monde tellement incertain qu'on ne peut que piloter à vue. Et c'est le cas également pour ces pays exportateurs de pétrole qui composent ce que l'on appelle l'OPEP+. En fait, ils doivent aussi composer avec la réelle politique sur le terrain. Je ne sais pas si le choix, ils ont un choix vraiment. Monsieur Li Yuan, les sanctions finalement se retournent contre leurs instigateurs de plus en plus. L'Europe a-t-il ou pas l'intention de revoir sa politique avec la Russie? Et sinon, comment compte-t-il justement se sortir d'affaire devant cette crise ou cette grogne sociale qui gagne du terrain de plus en plus dans certains pays européens? Je pense d'abord, on doit parler d'un sujet qui s'appelle l'autonomie stratégique européenne. Aujourd'hui, ces sanctions-là sont imposées par les Américains. Les pays européens, l'Union européenne a suivi les directives des Américains. C'est contre leur propre intérêt. Même cette guerre-là, elle est contre l'intérêt de l'Europe. C'est pour ça que le monde actuel, monopolaire, elle est contre-productive, elle est contre l'Europe, elle est contre les pays asiatiques, contre la Russie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord et qui se réunissent pour dire qu'on veut un nouvel ordre mondial, plus juste et plus démocratique. Je pense que c'est aussi une question à nos amis européens de réfléchir. Est-ce qu'il faut s'adapter à ce mouvement de l'ordre mondial ou alors il faut résister aux côtés des États-Unis? Clairement, la crise actuelle ne devrait pas avoir lieu. Et maintenant, devant cette crise, comment solutionner? Je pense qu'il faut que les Européennes pensent à eux, à leur propre intérêt, plutôt à ceux des autres. Oui, très bien. Je pense, je vais donner quand même juste une petite intervention pour Monsieur Pouchelet, Manuel Pouchelet, mais juste pour conclure parce qu'il ne nous reste pratiquement pas beaucoup de temps. Monsieur Manuel? Oui, bah écoutez, moi je pense qu'on peut utiliser le proverbe perse ce soir. Ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent et le présent t'appartient. Voilà, la situation mondiale est volatile et réversible. Et en guise de conclusion, je pense qu'il est temps que les pays se mettent d'accord. Malheureusement, on a un monde qui se dessine avec, pour les choix, entre se soumettre ou se démettre. Malheureusement, c'est ce qui est actuellement étudié. Et on est en train d'observer qu'il y a une troisième voie, un petit peu comme en 1955 avec le non-alignement. Et ça va être très difficile pour les États concernés de s'organiser. Mais je pense que l'urgence aujourd'hui de la situation impose des négociations, impose des ententes et des compromis. L'Europe doit maintenant réfléchir seule et faire, j'allais dire, sans Washington. Et je pense qu'elle trouvera une écoute attentive de la part de la Russie tant qu'elle se sera, entre guillemets, séparée momentanément des immixtions américaines en Europe qui contribuent à sa division. Très bien, Monsieur Manuel Pouchelet. Je vous rappelle que vous êtes expert en questions internationales et géostratégie sécuritaire. Merci également à Li Yuan, expert en questions internationales et sécuritaires. Merci également à Monsieur Francis Perrin, président de stratégie et politique énergétique, d'avoir pris part à ce débat. L'émission tire à sa fin. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté attention. Au revoir.